Monsieur le maire de Rennes, Edmond Hervé, vous êtes président de cette communauté d'agglomération Rennes Métropole, réputée pour son taux de correction des inégalités entre communes. Vous avez aussi, en tant que député, propulsé une réforme de la fiscalité locale qui n'a malheureusement pas abouti. Quelle est votre vision aujourd'hui de l'articulation nécessaire entre la fiscalité d'une part et la solidarité d'autre part? Tout d'abord, les collectivités territoriales sont des agents de développement incontournables et des foyers d'initiatives exceptionnelles. Deuxièmement, il faut que ces collectivités territoriales aient des moyens pour agir, et notamment des moyens fiscaux et financiers. Et lorsque l'on analyse ces collectivités territoriales, on constate qu'il y a de très grandes inégalités entre les différents territoires, des inégalités de revenus, mais aussi des inégalités par rapport aux services publics qui peuvent exister, par rapport au logement, par rapport à la culture, par rapport au transport. Et c'est là que l'État a un rôle à jouer, car l'État, de par la Constitution, est responsable de l'égalité entre les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle on débouche nécessairement sur une péréquation dont le nœud central, en termes décisionnels, doit bien évidemment être l'État. Alors pourquoi cette solidarité? Pour des raisons liées à ces principes d'égalité. D'autre part, il ne peut pas y avoir d'État riche avec des collectivités territoriales pauvres ou des collectivités territoriales riches avec un État pauvre. Nous pouvons aussi analyser ce que peut être une fiscalité plus juste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la nature et la forme que pourraient prendre ces nouvelles fiscalités locales? D'abord, le premier principe qu'il faut affirmer, c'est le principe de l'autonomie fiscale locale. C'est un principe qui aujourd'hui ne fait pas consensus. Et c'est un principe qui aujourd'hui est battu en brèche, car nous savons que l'État est le premier contribuable fiscal local. À partir de là, il faut que, comme pour tout impôt, nous ayons des impôts qui soient dynamiques, qui correspondent à la capacité contributive des personnes, et des impôts qui soient facilement compréhensibles par le contribuable. Et lorsque j'évoque le contribuable, il ne faut pas que nous continuions, comme on le fait actuellement, à entretenir un divorce entre le citoyen et le contribuable. À partir de là, je crois qu'il y a deux impôts qui sont importants au niveau des collectivités territoriales et plus encore au niveau du regroupement des collectivités territoriales. Je pense bien évidemment à la nécessité d'un impôt économique local. Il est incontestable que la responsabilité des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dans le domaine de l'économie commande cette imposition locale économique. C'est la raison pour laquelle je milite pour que l'actuelle taxe professionnelle ait une autre base et que ce soit la valeur ajoutée. Et d'autre part, j'ai toujours été favorable à ce qu'il y ait aussi un impôt ménage, entre autres, et c'est la raison pour laquelle, au début des années 90, j'avais fait voter une loi qui a été mise entre parenthèses, mettant la taxe d'habitation actuelle sur des bases constituées par l'ensemble des revenus. Et je reste convaincu que cet impôt sur le revenu local, qu'il soit additionnel ou non à des impôts d'État, reste une excellente chose parce que, au niveau des collectivités locales, ou au niveau de l'État, il est important qu'il y ait une diversité d'assiettes. C'est cette diversité d'assiettes qui conduit vers la justice et cette diversité d'assiettes qui assure aussi une certaine sécurité. Dans le cadre de l'acte 2 de la décentralisation, donc beaucoup de voix sont élevées pour demander que cette décentralisation s'accompagne d'une péréquation nationale. Quel est votre sentiment, votre point de vue sur cette question de la péréquation nationale? C'est une nécessité au nom de ce principe constitutionnel de l'égalité entre les collectivités territoriales. Alors, à ce sujet, je retrouve un excellent document, c'est le rapport de la mission Mauroy. Dans le rapport de la mission Mauroy, il est dit qu'il faut une simplification des différentes dotations qui peuvent exister, avec deux pôles principaux, un pôle fonctionnement, un pôle investissement. Alors bien évidemment, il faut retrouver des critères d'affectation de ces différentes péréquations. Il y a un critère très simple qui est le revenu fiscal, mais on peut trouver aussi d'autres critères adjacents, complémentaires, tels que le nombre d'habitants, tels que l'allocation logement, le nombre de bénéficiaires de l'allocation logement.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faille aller à tout prix vers un système ultra simplifié de péréquation, mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit d'accord sur les critères d'affectation. Et d'autre part, il ne faut pas simplement compter sur la péréquation au niveau national, la péréquation verticale. Il faut aussi qu'au niveau local, que ce soit au niveau de la communauté d'agglomération, que ce soit au niveau du département, au niveau de la région, vous ayez aussi une péréquation horizontale. Et lorsque vous évoquez la situation de Rennes, par exemple, de la communauté d'agglomération de Rennes, on a vu que l'institution de la taxe professionnelle à taux unique, avec les critères que nous avons retenus, a été un fantastique levier de diminution des écarts de richesse fiscale entre les différentes communes. Est-ce que vous pensez que ce qui a réussi à Rennes en termes de péréquation locale peut trouver le même volontarisme politique au niveau national pour corriger les inégalités entre territoires? Toute réforme fiscale ou toute réforme financière se traduit la plupart du temps par des transferts. Et il faut avoir le courage d'expliquer ces transferts. Il faut une volonté politique très ferme. Et je pense que cette volonté politique très ferme, ce courage, fondé sur des principes essentiels, et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de péréquation sans parler des inégalités, et c'est en parlant des inégalités que l'on donne une légitimité précisément aux réformes que l'on avance, à la péréquation. Je vais prendre un cas bien précis. L'école. L'école, en France, est une source d'inégalités très importante. Et les moyens dont disposent les communes en matière scolaire peuvent être très différents d'une commune à une autre. Mais il ne suffit pas d'investir dans l'école si l'on veut assurer l'égalité des chances. Il faut aussi que l'on investisse dans le logement, dans le transport, dans la culture. Et c'est de cette manière-là, par des démarches locales qui font appel à une péréquation horizontale comme une péréquation verticale, que l'on peut donner une certaine réalité à l'égalité des chances, ce que certains ont appelé l'égalité des possibles.